Alors, on pourra peut-être continuer un peu après, Gilles, si tu peux, parce que là, on est dans une des grandes maisons de la santé numérique. Il y en a plein, hein, mais on le disait en introduction, là, tous ces acteurs institutionnels qui se sont unis là, depuis plusieurs années pour faire en sorte que la e-santé en France avance. Et je sais qu'on doit le libérer assez tôt. Donc, merci à vous, monsieur le directeur de l'assurance maladie, cher Thomas. Si voilà, peut-être pour conclure cette journée, si vous êtes prêt, comme ça, on vous libère dans les temps. Et on retrouve Et Gilles on retrouvera après, Gilles parce qu'on peut-être a un les peu juste défis après. à Voilà. aborder. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé d'interrompre Gilles. Je voulais quand même être parmi vous quelques minutes, puisqu'on a le plaisir de vous accueillir et d'accueillir cette journée commune au GIE et à l'ANS. Dans les locaux de la Caisse nationale. Et au-delà de cet aspect logistique et matériel, l'occasion pour moi de réinsister sur un certain nombre de messages que je pense les équipes de la Caisse nationale et bien sûr en lien avec l'ANS et le GIE ont pu être partagés dans cette journée et le faire évidemment très rapidement. J'espère que vous avez, mais vous le saviez, mesuré notre engagement, l'importance que nous portions à ces défis du numérique en santé, au lancement de Mon Espace Santé et à tout ce qui gravite autour. Ça fait effectivement partie de nos sujets cruciaux, nos priorités déjà depuis maintenant quelques années et évidemment d'une feuille de route qui va continuer à s'enrichir dans les prochains mois et les prochaines années. Et je le dis souvent en ce moment, donc pour moi, on est au début du commencement de cette aventure. On a réussi, entre guillemets, la première étage, à lancer la première étage de la fusée avec Mon Espace Santé, avec cette logique en plus d'opt-out qui était quand même assez innovante, qui n'était pas sans risque politique et sans risque opérationnel. Et ça, c'est fait. Si ça n'avait pas marché, évidemment, le reste aurait été en difficulté, mais ça a marché, très peu de gens se sont opposés, et donc ça y est, le produit, il existe. Maintenant, on sait que l'immense défi qui est devant nous, c'est le défi de l'usage, et ça, j'imagine que vous avez pu en parler, et pas qu'aujourd'hui, et que c'est un défi au sens rien n'est gagné. Cette forme de bataille de l'usage, une bataille pacifique, mais en tout cas, notre capacité qu'on va avoir collectivement à faire que les assurés et les professionnels de santé vont s'emparer de l'outil Mon Espace Santé, eh bien, ce n'est pas gagné, mais beaucoup dépend, j'allais presque dire de vous, en tout cas de notre capacité collective, acteurs publics, acteurs privés, à rendre cet usage facile, efficace, fluide dans la pratique des professionnels de santé et dans aussi la vie quotidienne des assurés. Et c'est toute la motivation du programme du Ségur numérique construit avec nos amis de la DNS, avec l'ANS, avec le GIE. Tous les investissements aussi et les financements que l'assurance maladie aussi fait, alors dans le cadre du plan de relance, c'est quand même de l'argent public qui vient soutenir toute cette logique-là, et de proposer aux professionnels de santé, aux hospitaliers, des logiciels dont vous êtes un certain nombre à porter évidemment le contenu et le cahier des charges pour qu'ils soient à jour des différentes innovations du Ségur. Donc, vraiment vous redire à la fois que on va rentrer quelque part dans ce qu'on pourrait appeler en bon français le money time. En tout cas, le fait que dans les mois qui viennent, vous allez déployer du côté des éditeurs les logiciels à jour et que les professionnels de santé vont s'en emparer. Les 6 mois qui viennent, d'ici au printemps 2023, en tout cas pour moi, c'est vraiment le test, le pari qu'on a fait avec Dominique et Laura il y a quelques mois avec les équipes d'Annie, bien sûr aussi à l'ANS et du GIE, voilà, qu'on a eu quelque part raison de faire ce choix et que les produits que vous allez proposer aux professionnels de santé sont à la hauteur de leurs attentes. Et vous êtes mieux placé que moi pour savoir que ces attentes sont élevées, même si vous savez aussi que les professionnels de santé ont aussi parfois des attentes significatives vis-à-vis de l'assurance maladie, mais pas que sur le numérique. Enfin, vous voyez à peu près ce dont je parle. Plus sérieusement, on va nous continuer, et en lien avec beaucoup d'acteurs qui sont dans la salle aussi, à informer et accompagner les professionnels de santé. On a
accompagné beaucoup de médecins et d'autres acteurs tout au long de l'année 2022 pour leur expliquer la démarche, expliquer le Ségur numérique, expliquer mon espace santé. Là encore, on est au début. Il faut se dire que je pense encore beaucoup de médecins, beaucoup de radiologues, beaucoup de biologistes sont encore à un niveau d'information, de compréhension, d'appropriation, on va dire, qui peut progresser. Et qu'on est prêt, nous, à continuer en 2023 à mettre la force de frappe du réseau de l'assurance maladie, des conseillers informatiques services, vous le savez, qui deviennent des délégués du numérique en santé. Ce n'est pas un hasard, parce que ça va se jouer dans tous les cabinets, ça va se jouer chez les biologistes une fois qu'ils seront calmés, mais ils vont finir par, j'espère, se calmer. Du côté des radiologues, en espérant qu'on ne va pas les énerver pour d'autres raisons. Du côté des... Voilà, partout, en tout cas, vous pouvez être sûr que nous, Assurance Maladie, on va essayer de faire notre part du boulot pour faire cette information individuelle, donnée à comprendre et accompagner notamment les différentes professions de santé sur ces sujets-là. Vous dire également qu'on va continuer à investir sur la qualité du produit Mon Espace Santé aussi pour les patients. On a la faiblesse de penser qu'on a fait un outil qui n'a rien en soi d'extraordinaire, mais qui est au niveau d'attente que peuvent avoir aujourd'hui n'importe quel client d'une application numérique. Et de ce point de vue-là, voilà, se dire qu'on a fait des progrès significatifs par rapport au DMP, mais on va continuer dans les mois qui viennent à l'améliorer, à l'enrichir, à améliorer l'ergonomie, à améliorer l'accessibilité. Et tous ces sujets-là, on est optimiste sur l'idée qu'on va créer aussi une facilité d'usage. C'est vrai aussi, et je le dis parce que, évidemment, beaucoup d'industriels, on l'espère, sont concernés ou vont l'être ou veulent l'être ou peut-être à la fin de cette journée-là, vont décider à l'être. La dynamique du catalogue d'applications, on y croit beaucoup. C'est pour moi, en tout cas, un élément de dynamisation du projet de Mon Espace Santé qui n'est pas que ce coffre-fort numérique, qui est aussi une ouverture vers des produits développés par les acteurs privés comme les acteurs publics, mais aussi évidemment d'abord beaucoup par les acteurs privés, et que dans les conditions de sécurité, de respect évidemment du RGPD, des respects des conditions d'éthique, de qualité, eh bien, ça peut être aussi un accélérateur pour nous, en tout cas on le pense, formidable de tout l'écosystème du numérique en santé, avec quelque part 65 millions de clients qui vont pouvoir utiliser des applications référencées. Ce ne sera pas une condition, mais ça va donner une visibilité à ces applications-là. Et on espère que vous serez nombreux, vous êtes déjà à être de cette aventure-là. Je termine peut-être aussi pour évoquer un sujet, peut-être que Gilles, vous l'avez évoqué, mais j'en profite, même si ce n'était pas le cœur de la journée, vous dire aussi l'engagement de l'assurance maladie à continuer à ouvrir l'accès aux données de santé et à ouvrir le plus possible l'accès aux données du SNDS et à d'autres données qu'éventuellement on peut produire. Je le dis souvent, mais j'en profite de le dire aussi devant les industriels intéressés. Nous ne sommes pas propriétaires de ces données. Ça ne sont pas nos données, ce sont les données des assurés. On en a la responsabilité en tant qu'assurance maladie, mais on a aussi la responsabilité de faire s'ouvrir l'accès à ces données. On est très investi avec nos amis du Health Data Hub. On est évidemment sous forte sollicitation j'allais dire quantitative des acteurs de ce domaine, mais croyez bien qu'on est déterminé à ce que ces données soient le plus possible partagées, utilisées dans les conditions qui sont prévues par les textes, mais ça doit être utile pour la recherche, pour la prise en charge, pour l'innovation, pour la prévention. Et c'est vraiment un credo qu'on va vouloir continuer à apporter dans les prochains mois. Donc, si vous aviez encore des doutes, soyez en tout cas rassurés que c'est vraiment un angle de travail qu'on veut absolument privilégier. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. En tout cas, merci d'avoir participé à la journée. J'ai vu le timing, je crois que c'était assez riche. Et ceux qui sont peut-être encore à distance, je ne sais pas s'ils sont encore là. En tout cas, merci d'avoir participé. Ravi de vous avoir accueilli à la Caisse nationale à la Porte de Montreuil. J'espère qu'il y aura une nouvelle édition. En tout cas, on sera encore ravis d'accueillir la fois prochaine. Et encore une fois, on compte sur voilà, la capacité d'innovation des industriels, leur volonté d'être partie prenante de cette aventure. Dans les semaines et les mois qui viennent, vous pouvez compter sur notre mobilisation sur les différents chantiers que j'ai évoqués. Et pardon encore une fois d'avoir interrompu l'échange, mais je vous repasse la parole pour poursuivre. En tout cas, je repasse la parole au maître de cérémonie.
Merci à vous, merci. On est là, on est deux. Merci, merci monsieur le directeur. Voilà, bah tiens, voilà. Et Gilles, ça veut dire quoi alors ils vont libérer de la data là. Tu as vu l'assurance maladie, c'est pas mal. Ah oui, ça veut dire quoi pour toi? Moi, j'ai suivi l'histoire du SNDS depuis très longtemps. Et effectivement, bravo et merci parce que je trouve que c'est un bon exemple. SNDS, moi, j'avais rencontré votre prédécesseur, Jean-François Revel, et Nicolas Revel, pardon. Effectivement, il m'avait dit ces données, elles sont extrêmement sensibles. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Et je trouve que ça résonne assez bien avec ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que cette notion de proportionnalité. D'ailleurs, c'est amusant, mais je fais une petite digression. Mais je pense au RGPD. Le RGPD dit explicitement, il y a deux domaines qui sont en dehors du RGPD. Vous le savez sans doute, c'est la santé et la sécurité. Parce qu'on a bien, le législateur a bien senti que voilà, il y avait un rapport entre cette notion de données individuelles et de biens publics qui est compliqué. Donc, voilà, donc je pense que les principes de gouvernance que vous avez mis sur le SNDS, enfin, du moins à l'époque où j'avais un peu regardé, sont intéressants et vous avez trouvé une façon de débloquer ça. La difficulté, c'est de faire en sorte que il y ait quand même un guichet qui soit souple pour des équipes de petite taille. Voilà, quand c'est pas un grand pont d'une faculté, comment on fait? Est-ce qu'on donne ces autorisations ou pas? Voilà, c'est vous qui en déciderez. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, l'intention, c'est déjà pas mal. J'en ai une parce que je vois que M. Fatoum était encore avec nous. Alors, on a pas mal échangé sur le remboursement des solutions qui ont trait à la prévention. Et je sais que la prévention, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour tout ce qui est chronique, la prévention, c'est quand même il y a un vrai sujet et qu'il y a un certain nombre de pays qui ont essayé d'avancer là-dessus. Et j'aurais presque tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le domaine où on peut faire des progrès importants. On voit bien en épidémio que, je ne sais pas, si je prends le diabète, qui est quand même une pathologie très inquiétante parce qu'elle est très massive et que les pays en développement comme les pays développés, ils sont très soumis. Aux États-Unis, je crois que maintenant, on parle de quasiment 65 millions de personnes qui ont un diabète de différentes formes. C'est quand même beaucoup de monde. Bon, on est clairement dans un domaine de prévention. Et qui dit prévention dit beaucoup de sujets différents, mais d'abord data, et puis qui est un sujet où je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant, c'est la relation entre les données de santé et les données de... Vous allez me détester pour tous les anglicismes que je fais, mais en français on dit bien-être, mais wellness, c'est voilà, ce que produisent, c'est nos montres électroniques, ce genre de choses. Je trouve assez impressionnant de voir plein d'études désormais qui sortent. Alors moi, je ne lis pas systématiquement la littérature médicale, mais comme j'ai pas mal de copains qui ont fait du big data et qui se retrouvent à faire l'épidémie aujourd'hui, ils me racontent un peu ce qui se passe. Et je vais vous raconter d'ailleurs un truc qui est tout bête. J'ai un copain qui était au Bellevue Hospital. Il faisait un truc vraiment simple, c'est qu'il demandait aux gens qui utilisaient Facebook de mettre quasiment, c'était il y a 7 ou 8 ans maintenant, je pense qu'il ira en prison pour ça, toutes leurs données en opt-in. Et il a fait une publication scientifique qui démontre qu'il y a une corrélation très forte entre le fait de ne pas déjeuner chez soi et le diabète. Voilà. Et donc, là-dessus, il a abouti sur le fait que, en gros, si vous déjeunez en famille, il y a une relation entre famille monoparentale et diabète, en gros. Voilà, quand vous êtes un foyer qui est un peu éclaté, vous allez perdre l'habitude de faire à manger vous-même, vous allez manger du truc fast-food super sucré, etc. Et donc, explosion du diabète, et ce qui pose quand même des questions sur toute une organisation de société. Voilà. Et je pense que ces trucs-là, jusqu'à présent, on avait l'intuition que ça se passait. Maintenant, la data nous l'explique. Voilà. Alors, en France, on a peut-être un peu moins cette culture d'études un peu méta, mais la data va de plus en plus être là, elle va être de plus en plus pervasive, et on va sortir des trucs qui vont être incroyables, qui vont être vraiment extraordinaires sur voilà, tout ce qui est chronique, ça va être extrêmement fort. Il y a des gains
je ne sais pas comment on appelle ça, mais des gains d'efficacité en médecine qui vont être considérables dans ce domaine. Et on est au début de ça. Et ça pose la question de la relation des données qui ne sont pas des données de santé, qui sont toutes les données, en fait, presque toutes les données, avec les données de santé et de la façon dont on va souder ces deux mondes-là. À mon avis, c'est un truc qui va occuper beaucoup les juristes dans les années qui viennent. Ça va aussi vous occuper beaucoup. Et je pense que si on a une approche qui est trop conservatrice, il ne se passera pas grand-chose. Si on accepte de faire du bac à sable, de faire du test, de regarder ce qui se passe, ça peut être très intéressant. Évidemment, le rôle de la CNAM, de la HAS va être déterminant là-dessus pour financer ces expérimentations. De dire, OK, vous avez une cohorte de je ne sais pas combien de personnes qui sont sous tel protocole ou dont on récupère telle donnée, puis ce qu'on cherche à savoir, c'est l'incidence 10 ou 15 ans plus tard, ou même 2 ou 3 ans plus tard, et de voir comment après, comment on passe du post-pathologique au pathologique, et comment ce truc-là se soude. Il y a des miracles à faire de ça. Et encore une fois, c'est une nouvelle école. Alors dans la continuité de la prévention, alors je sais que l'exécutif, c'est une de leurs préoccupations, et les parlementaires aussi. Là, on commence à assister à beaucoup de sujets autour des déserts médicaux, et en quoi est-ce que justement le numérique peut être, alors c'est pas un pansement, mais toi tu penses quoi de déserts médicaux, est-ce que le numérique peut-être est la seule solution, ou comment elle peut, au-delà de mettre des cabines de téléconsultation là où il n'y a pas de médecin, comment est-ce que le numérique peut nous aider à lutter contre ces déserts médicaux? Oui, bon, je pense que tout le monde est mieux au courant que moi ici de ce qui se passe. Donc, effectivement, c'est très facile aujourd'hui de commencer à construire des cabines de téléconsultation, etc. En passant, moi, j'ai été en Chine juste avant le Covid. D'ailleurs, c'était assez chaud, puisque j'étais à Wuhan en décembre 2019. Voilà, donc j'ai réussi à rentrer, mais c'est un petit aparté. Mais à cette époque-là, j'avais rencontré le patron d'un garçon qui monte Tencent Clinic. C'est un conteneur. Ils en ont mis 3000 dans la Chine. Je crois que maintenant, ils sont même à plus que ça. À l'intérieur, vous avez tout ce qui peut exister comme matériel médicaux. Ils sont connectés à un satellite parce qu'ils n'ont pas toujours l'accès à Internet. Et ils font soit du diagnostic assisté avec du machine learning, soit de la téléconsultation avec une opératrice qui manipule les machines, et puis des médecins qui, de façon très taylorisée, regardent des images et décident du diagnostic. Bon, ce truc-là, moi j'ai l'impression qu'on a quand même un peu une idée de ce qui se passe là-dessus. Moi, je reviendrai plus à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que le vrai sujet, me semble-t-il, c'est plus le sujet de la gestion de la dépendance. Je lisais une étude il n'y a pas très longtemps qui disait que voilà, d'ici 2040, on va se retrouver avec les baby-boomers qui seront devenus des super papy-boomers, et que ce truc-là, ça va poser beaucoup de questions sur la façon comment on gère ça. Est-ce qu'on fait du maxi-EHPAD, ou est-ce qu'on pense à repenser le mécanisme? Là-dessus aussi, moi j'ai vu des trucs qui sont assez intéressants. Alors, vous allez dire que je parle beaucoup des pays scandinaves, mais c'est vraiment intéressant la façon dont ils ont essayé de créer des îlots d'autonomie pour des personnes qui sont quand même dans le grand âge, avec de la technologie, mais quand même cette idée de dire que si on fait que de la technologie, en fait les gens, la déliquescence elle est très rapide. C'est-à-dire que ce qui fait que les gens restent en bonne santé dans le grand âge, c'est le fait qu'ils sont actifs. Voilà. Et la raison pour laquelle je réponds comme ça, c'est que moi, ce que j'observe dans la ruralité, quand vous travaillez sur des iris dans cette région de ce qu'on appelle improprement la diagonale du vide, vous apercevez que vous avez des villages où vous avez 80-90% de retraités. Voilà. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse répondre uniquement santé sur ce truc-là. On doit avoir, là en ce moment, il y a cette idée
refonder une sorte de grand débat national pour repenser la façon dont on vit. Et je pense que tout à l'heure, je vous disais qu'il faut éviter les silos et qu'on est en train de plateformiser. Je pense que la réponse à ce genre de choses, c'est soit on dit, OK, on va mettre une super plateforme numérique et en fait, ça va coûter un bras parce qu'on n'aura pas traité les problèmes et on va avoir des pathologies qui sont liées à l'isolement, en fait, en réalité, qui vont apparaître. Soit on pense l'organisation des territoires, notamment ruraux, de façon un peu différente. Voilà, on peut se dire, OK, c'est sympa, mais on ne va jamais le faire. On le paiera très cher. Voilà. Et ce que je vois, encore une fois, je le dis, c'est que les exemples d'autres pays montrent qu'on peut sans doute penser différemment. J'avais une petite question sur les défis, parce qu'en fait, vous avez parlé des data, de toute cette intelligence artificielle, tout un tas d'outils qui vont nous aider sur les sujets de prévention, mais aussi pour mieux soigner en fait les assurés, les individus. Est-ce que c'est pas, d'un point de vue éthique, un peu inquiétant, dangereux d'avoir des machines qui connaissent tout de nous? Bon, écoutez, alors, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un médecin urologue que je ne nommerai pas, mais qui nous expliquait que les médecins allaient pointer à Pôle emploi parce qu'on allait avoir des diagnostics qui seraient faits par des machines. Et il se trouve que j'ai fait une conférence avec lui il n'y a pas très longtemps et il disait plus du tout ça. Il disait que les machine learning allaient assister les médecins. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que je pense depuis très longtemps et ce qui est en train de se passer. Et je ne vois pas de problème avec ça, personnellement. Je ne pense pas du tout que ce soit... c'est assez impressionnant parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous avez des différents appareils et qui sont capables de mettre en couleur certaines zones ou de créer des niveaux de contraste qui d'ailleurs reposent sur des technologies d'imagerie qui sont de l'intelligence artificielle, hein, et qui assiste le médecin, mais c'est le médecin qui fait quand même le diagnostic final. Et en réalité, la raison pour laquelle je ne m'inquiète pas, c'est qu'une machine, elle ne sort pas du contexte. C'est-à-dire que vous lui donnez une image, analyse de contexte, elle le fait mieux que le médecin, mais l'environnement dans lequel tout ça se passe, le médecin, c'est le seul qui peut le connaître, quoi. Et peut-être que dans une perspective qui relève plus de la science-fiction, on dépassera ça, mais ce n'est pas en tout cas quelque chose qu'on peut envisager à court terme. Et c'est pour ça que moi, j'ai absolument aucune inquiétude. C'est-à-dire que ces technologies, pour moi, n'induisent pas de problème éthique. Je sais que ça peut choquer certains d'entendre ça. Et je pense que le rapport bénéfice-inconvénient est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Je peux trouver d'autres univers qui sont d'ailleurs potentiellement proches du monde de la médecine, mais où vous avez des problèmes qui sont induits par les machines. Mais en ce qui concerne le diagnostic, si on parle de ça, je ne vois pas vraiment d'inconvénients à cet égard. Je pense que ça évite d'avoir des faux diagnostics, ça renforce la qualité du diagnostic et donc c'est bienvenu. Tout comme d'ailleurs le fait d'avoir, je ne sais pas, des équipements qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans le corps de tout type, aujourd'hui sont acceptés parce qu'ils sont extrêmement efficaces pour aider le médecin à poser des diagnostics. Ne pas se faire peur, quoi. Oui, non, je pense qu'il ne faut pas se faire peur. Je ne suis pas naïf, hein. Je vois bien qu'il y a des choses qui sont problématiques et je pense que je fais partie de ceux qui les dénoncent, mais on est dans un environnement où normalement on contrôle ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas de tous les environnements. Quand vous avez des réseaux sociaux qui débarquent dans des pays où il n'y a pas de régulation, vous ne contrôlez pas ce qui se passe. Et, par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous avez une propagation de fake news à des fins quasi militaires. Voilà, là, on peut se faire peur avec le numérique là-dessus. Là, on est dans un environnement qui est contrôlé, réglementé, et ces machines sont d'un secours extraordinaire. Je change de sujet, mais dans nos discussions, on avait aussi beaucoup parlé des problématiques de bureaucratie, de temps passé sur les aspects de back-office en fait, par les professionnels de santé. Qui nous le reprochent en fait, hein, qui disent que voilà, c'est encore beaucoup trop lourd. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette partie administrative? Oui, alors effectivement, c'est un des paradoxes du numérique, c'est qu'on observe que
le numérique crée une forme de sur-taylorisation. C'est-à-dire que plutôt que de nous libérer et de faire en sorte qu'on soit concentré sur le geste où on a une vraie expertise, et ce qui nous rend finalement assez unique, c'est notre capacité à s'adapter et donc à ne pas être dans un contexte de taylorisation. Le numérique crée de la taylorisation et on le voit aussi bien dans les call centers où les gens reçoivent des appels, ils ne peuvent même plus aller faire pipi. C'est un des problèmes qui a été dénoncé, d'ailleurs qui a fait l'objet d'une réglementation spécifique. Et voilà, et donc à l'hôpital, moi c'est ce que je dis toujours, c'est que je profite toujours de l'été pour croiser mes cousins, ma famille et tout ça, et j'ai toujours des gens qui travaillent à la fois dans la santé et puis dans l'éducation, et j'en prends plein la figure parce qu'ils voient toutes ces choses-là qui remontent. Et ce qui est pas mal remonté cette année, effectivement, c'était voilà, une de mes belles-sœurs qui me disait je passe quasiment un tiers de mon temps devant un ordinateur à remplir des trucs et qui ne sont pas utiles aux patients. Donc, c'est une des dérives, et je pense qu'en réalité, c'est souvent le fait de systèmes d'information qui ont été faits en mode, encore une fois, un anglicisme, top-down. C'est-à-dire, on se dit, OK, on a besoin de cette donnée, on va demander aux gens de la remplir, avec une absence totale d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Donc, la chose qui me paraît éviter ça, c'est vraiment la pensée numérique, c'est-à-dire d'introduire du design thinking dans ce genre de choses et de partir de l'expérience, de partir fondamentalement de l'expérience. C'est-à-dire, normalement, un bon product owner, il doit se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour simplifier la vie des gens, pour avoir la donnée qui m'intéresse, et en allant sur le terrain et en le co-construisant avec les gens qui sont les parties prenantes les plus évidentes, c'est-à-dire le patient, le personnel soignant, sur ce genre de choses. Moi, je suis assez convaincu que la plupart des données qui sont récoltées de la façon dont elle les saisit, ma belle-sœur, on pourrait faire en sorte que ce soit un processus totalement automatisé. Alors, je sais que ça va choquer les gens qui sont peut-être confrontés à ces systèmes d'information, mais je pense qu'on ferait des workshops successifs sur comment est-ce qu'on peut éviter que cette donnée soit saisie. On trouverait des solutions. Voilà, on trouverait des solutions. Atelier de design thinking, on demande l'avis du concerné, du professionnel de santé, pour améliorer l'expérience utilisateur. J'avais, David, excuse-moi, une petite question encore, parce qu'en fait, dans nos discussions, on a parlé de ce sujet de l'identification du patient qui nous permettrait peut-être de fluidifier encore plus les échanges. En tout cas, ce KYC, c'est ça? Oui, Know Your Customer. Et effectivement, c'est les gens disent, les personnels de santé disent, notamment les gens qui traitent de données qui contiennent génétique, les systèmes d'information sont méga super blindés, et donc vous avez plusieurs barrières à passer pour réussir à accéder à ces données. Et en réalité, l'objectif, c'est d'avoir une identification des utilisateurs. Quand vous construisez un système d'information, vous faites une grille où sur un axe, vous mettez les données, et puis sur l'autre, vous mettez les droits. Voilà. Et donc, tout en haut à droite, c'est là où il y a les gens ont le plus de droits, et puis tout en bas à gauche, c'est là où ils en ont le moins. Après, vous créez un système qui est le même pour tous, c'est d'identification des individus. Donc, vous avez différentes façons d'identifier les individus. Vous pouvez avoir des mots de passe identifiants, ou vous pouvez avoir du biométrique. Voilà, donc la question, c'est que dans un système français où, pour des raisons qui étaient légitimes au départ, qui sont une forme de traumatisme de ce qu'on a pu faire avec les données identifiantes pendant la dernière guerre mondiale, eh bien, on essaye d'éviter qu'il y ait un fichier unique. Voilà, je pense qu'on a dépassé ça aujourd'hui parce qu'on se rend compte que plein de pays qui sont des démocraties et qui restent des démocraties ont mis en place ce type de plateforme, qu'il y a des architectures qui évitent les abus des données. Mais songez au temps qu'on perd, particulièrement dans le système de santé, à redemander les mêmes infos aux gens. Et donc, avoir une KYC de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'il soit, voilà, où c'est même plus login password, parce que c'est potentiellement votre KYC, ça peut être le fait de faire du contrôle d'accès, de ne même plus voilà, avoir à toucher des portes. C'est idiot, mais ça peut aller extrêmement loin, ce genre de choses.
Alors, il y a des enjeux éthiques. Il y a le fait qu'on n'abuse pas de ces données pour faire des choses qui ne sont pas désirables. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais imaginez que voilà, tous les médecins prêtent un serment d'Hippocrate. Si vous avez des forces de police qui débarquent dans un hôpital pour savoir s'il y a des migrants, par exemple, qui viennent se faire soigner, c'est un problème. Et qui utilisent la reconnaissance d'imagerie pour identifier les gens. Voilà, on a un problème. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça c'est un des grands biais auxquels moi j'ai fait face, c'est que la technologie, elle n'est pas au-dessus de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y a un anima autonome de la technologie qui est quelque chose que je vois très souvent quand j'ai ce débat. Les gens imaginent qu'il y a une forme de conscience intrinsèque à la technologie. C'est pour ça que c'est dangereux et que finalement, c'est une fin en soi et donc il faut absolument éviter certains types d'usages. Je vous donne un exemple. Souvent, moi, j'ai des discussions sur la notion d'intelligence artificielle. Et donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais dans un MOOC que je connais assez bien et je leur montre que ce sont les arbres décisionnels. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que sont les arbres décisionnels. C'est la base de l'intelligence artificielle. Le machine learning est construit sur des systèmes d'arbres de décision. Et une fois que je leur ai montré, ça prend, je sais pas, ça prend 20 minutes, une demi-heure de leur faire la démonstration de comment marche un arbre de décision. Les gens me disent « Ah, mais en fait, c'est des statistiques, quoi. » Et ils comprennent tout d'un coup qu'il n'y a pas d'anima de la technologie. Voilà, bon, c'est la même chose, c'est la reconnaissance faciale ou ce genre de choses. Vous pouvez créer des architectures qui gouvernent ce système-là et qui évitent les abus. Et qui évite qu'on puisse débarquer dans le fichier, plonger dedans et aller abuser de ce truc-là. Voilà, ça, c'est le commun de ce qui existe. Même, je peux en surprendre quelques-uns, mais il y a même dans certaines des architectures utilisées par les GAFA, les GAFAM ONI, eh bien, il y a certains types de data auxquels ils n'accèdent pas volontairement. Par exemple, les data de localisation personnelle, la plupart d'entre eux les ont créé des architectures pour faire en sorte qu'il n'y a que vous qui puissiez y accéder. Alors, vous allez me dire que vous aimeriez bien avoir la démonstration de tout ça. Sauf que moi, j'ai des copains qui ont travaillé dans ces entreprises à Corp, c'est-à-dire à Mountain View, et qui ont travaillé sur ces architectures-là. Et ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils se sont dit, mais si par hasard le truc fuit, le risque industriel pour nous est tel que plus personne ne nous fera jamais confiance. Donc, on fait un système privacy by design au départ. Voilà, donc et je comprends qu'ils aient essayé de faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste tant sur cette notion de culture, parce que je pense qu'une fois qu'on a acquis cette culture, aussi bien des arbres décisionnels que la notion d'architecture au sens large, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise pour engager peut-être une proportionnalité qui soit plus juste. Enfin, moi, j'ai une dernière question. Parce qu'on a passé la journée en fait avec des acteurs de la e-santé, donc beaucoup de sociétés privées, et puis il y a des acteurs publics. Et c'est quoi le fait de faire rapprocher comme ça les acteurs publics, privés? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est un débat qui peut avoir un biais très idéologique, hein, effectivement, et donc je ne prendrai pas le risque de dire que c'est soit l'un, soit l'autre, mais en tout cas, ce qui me semble, c'est que le monde des toutes petites équipes est plus à même de faire un forêt, de creuser dans une direction de façon très forte qu'un système institutionnel. Je dirais, c'est presque darwinien, c'est-à-dire que quand vous êtes petit, vous êtes agile et vous pouvez prendre des risques. Voilà, c'est ce qu'on observe dans la vraie vie, entre guillemets. Et une petite start-up, elle va tout parier sur quelque chose parce que si elle réussit, c'est génial pour elle. Si elle ne réussit pas, elle disparaît. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Une grande organisation, elle ne va pas faire ça. Elle va faire beaucoup plus de l'innovation incrémentale. Et c'est la nature des choses. Donc, il faut absolument, je pense que ça rejoint tout à l'heure l'interpellation que j'ai faite à M. Fatome, c'est important d'être capable de travailler avec des petits. Parce que leur façon d'appréhender les problèmes peut être complètement orthogonale à ce que l'on fait de façon traditionnelle. C'est surtout ça, moi, qui me semble important. Mais ça peut être aussi bien 3 chercheurs dans un laboratoire public qu'une start-up de 3 personnes. Voilà. Et pour moi, c'est une preuve d'une organisation qui
comment dire, est restée saine et ouverte que sa capacité à traiter, entre guillemets, un peu le tout venant et pas être uniquement avec ce qui lui ressemble, c'est-à-dire les grands laboratoires. Voilà, c'est plus comme ça que je le verrais. Donc, public, privé, petit, grand, ensemble, on est beaucoup plus fort. Merci Gilles. Non, vraiment, personne n'a de remarques, veut poser une question. Alors, ça ne se ferme pas à jamais, hein, bien évidemment, mais c'était le moment. Ah, si, j'en ai une là-bas. Attends, on va vous... Oui, merci pour votre question. Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais je vais la redire exactement. Donc, votre question, c'est de savoir si dans les défis qui viennent, il y a ce qu'on appelle le Web 3 et les technologies quantiques. Alors, je veux dire, sur les technologies quantiques, je suis incompétent. J'ai beaucoup de mal à comprendre, même si je lis beaucoup de choses à cet égard. Ce que je pense important de dire sur ce sujet, c'est qu'on pensait qu'on est allé avoir une fin de l'augmentation exponentielle du calcul qu'on appelle la loi de Moore. Et là, récemment, il y a eu un certain nombre de déclarations des principaux acteurs, à commencer par une société néerlandaise qui s'appelle ASML, qui fabrique les machines qui permettent de graver les microprocesseurs. Et ils ont dit, on va continuer la loi de Moore pendant 20 ans. Donc, on va continuer à avoir une exponentielle de la croissance de puissance de calcul pendant très longtemps. Et peut-être qu'un jour, on aura une sortie de cette loi de Moore par le haut, c'est-à-dire avec les technologies quantiques. On a des annonces qui sont très fréquentes à cet égard. C'est tout à fait spectaculaire. Le champ du possible semble incroyable. Je ne saurais être affirmatif à cet égard. En revanche, sur le Web 3, je voudrais expliquer ce que c'est. C'est quelque chose qui est assez fascinant. Il faut bien comprendre que, en gros, tous les 15 ans, on a une rupture de cycle dans les architectures référentes. C'est-à-dire que dans les années 60, début des années 70, on a eu des architectures qui étaient massivement centralisées, qui étaient basées sur ce qu'on appelle des mainframes, des gros ordinateurs. Après, on a eu l'ère de la micro-informatique qui a massivement décentralisé. Après, on a eu l'ère du cloud qui a massivement décentralisé. Et puis là, on parle d'architecture complètement distribuée, c'est-à-dire où le stockage, le calcul serait dans le réseau. C'est une perspective de moyen terme, mais d'un point de vue philosophique, ce qui est beaucoup défendu par les acteurs, alors qui sont aussi parfois très partie prenante, dont il faut se méfier parfois un peu, mais c'est l'idée de dire que notamment, on va remettre la donnée du côté de l'utilisateur. On sera capable de la traiter en masse, mais on évitera les abus à cet égard. Alors, moi, je pense que c'est une vision extrêmement intéressante. Je pense qu'il faut l'encourager, il faut encourager la recherche à cet égard. Je pense que les architectures référentes qui naîtront de ça, elles sont probablement, comme ça l'a été d'ailleurs, les premiers acteurs se sont mis à parler du cloud à partir de Java, c'est-à-dire 1995. Et les premières plateformes de cloud un peu sérieuses sont arrivées 10 ans plus tard. AWS est né en 2007, donc 12 ans plus tard. Je pense qu'on est un peu dans la même perspective. C'est-à-dire que là, on a des gens qui se mettent à parler de ces architectures. Je pense que la perspective, c'est 5 à 10 ans avant de voir des choses qui sont relativement intéressantes. Mais c'est effectivement assez prometteur, à la fois en termes énergétiques, en termes de résilience de ces systèmes et évidemment en termes de performance. Voilà, à moins qu'il y ait encore une autre question, mais on est à l'heure, c'est génial. On est à l'heure, on est même en avance, tu vois, un tout petit peu, Sophie. Donc, les petites recommandations pour demain, pour celles et ceux qui seront parmi nous. Donc, il y a des webinaires et des ateliers, donc je pense que vous êtes toutes et tous inscrits. Je crois que sur les ateliers, ils sont complets, mais un webinaire
définition, vous pouvez encore vous inscrire. On va vous envoyer bien évidemment tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire les présentations, comme ça vous aurez accès à tout, les petits films aussi, on vous mettra les liens. Il y aura un petit questionnaire de satisfaction aussi, c'est bien de savoir voilà, qu'on ait votre ressenti. Le lien, si vous voulez continuer de poser des questions sur les thématiques précises hein, de toutes les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Et puis moi, personnellement et à deux avec Sophie, on voulait vous remercier chaleureusement. Ah oui, en partant, parce qu'on fait des grands signes, si vous pouvez rendre vos badges, parce que voilà, ça fait partie aussi du recyclage. On les réutilisera pour d'autres événements. Donc, on vous souhaite avec Sophie une bonne soirée. On espère vous voir demain en physique pour les ateliers ou sur Teams pour les webinaires. Oui, donc demain, on a un atelier, un bouquet de services OPS appli Carte Vitale et il y a des webinaires en distanciel. Merci beaucoup. J'étais ravie, David, d'animer cette journée avec toi et à très vite. Merci beaucoup. On a marqué les sens, ça pourrait bien de prendre une photo tous ensemble. Anthony est parti malheureusement. Même avec Annie, voilà. Annie est là. Bah, oui, avec, tu l'avais déjà croisé toi, Annie